Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio ACB. Nous continuons notre rendez-vous de cours d'histoire-géographie sur le 101.7 FM. Bienvenue aussi aux élèves de 3e, notamment aux élèves de 3e King, un des élèves que j'ai eu l'année dernière en 4e et que je suis content de retrouver ce matin. Donc au programme de cette séance, nous allons démarrer le chapitre 5 d'histoire sur la guerre froide 1947-1989. Je vous signale au passage qu'il n'y aura pas de liaison téléphonique possible comme nous le faisions la semaine dernière, puisque je réalise ces émissions confinées à partir de chez moi. Je rappelle aux 3e Veil, 3e Mandela et 3e Aubrac que je leur avais proposé de travailler sur le cours précédent, sur le chapitre 4, et donc sur la France pendant l'occupation, en relisant le cours, en apprenant les définitions. Il fallait également compléter les chronologies et le tableau de synthèse. Je vous conseille de faire l'affiche résumée à compléter que je vous avais proposée à l'aide du cahier. C'est une fiche qui vous permettra de retenir les connaissances essentielles sur ce chapitre. Il n'y aura pas de corrigé pour ces exercices puisque les chronologies sont à compléter à l'aide du manuel. Je vous rappelle également que je vous avais proposé un travail en bonus avec la fiche d'activité page 80-81 et l'exercice 1 page 169 que vous pouvez me déposer de façon facultative comme d'habitude sur l'espace élève de Pronote ou bien sur le Gmail que je vous avais proposé. On va donc démarrer ce chapitre 5, la guerre froide 1947-1989. On démarre là la deuxième partie du programme d'histoire, le monde depuis 1945. J'espère que vous avez pu regarder la vidéo que je vous avais proposée en lien et également que vous avez pu télécharger ou en tout cas avoir sous les yeux la fiche de travail qu'on va compléter ensemble ce matin. Cette fiche de travail qui constituera notre cours. Donc je vous lis l'introduction. Pourquoi et comment le monde se divise-t-il à partir de 1947 ? Alors, c'est une question d'histoire, c'est vrai, mais c'est aussi une question qui traite aussi de géopolitique. On va démarrer par la première partie par la fondation de l'ONU. La deuxième partie traitera d'une guerre froide entre deux camps opposés. On abordera les origines de cette guerre froide. On verra l'exemple de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide. Et puis, on terminera avec de nouvelles crises, notamment la crise de Cuba. La troisième partie, qui déborde d'ailleurs 1989, permettra de comprendre comment cette guerre froide s'est terminée. Je vous ai également proposé des documents d'accompagnement pour cette première séance, en l'occurrence un tableau à compléter et également un planisphère qui nous montre cette guerre froide au niveau mondial. On démarre, grand 1, la fondation de l'ONU. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'accordent pour créer une nouvelle organisation internationale. Quels sont ses buts ? On va prendre le document 1 de la planche fournie en document joint. On va lire ce document 1. C'est un document titré l'Organisation des Nations Unies et c'est le préambule de la Charte des Nations Unies qui date de 1945. Préambule donc introduction. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, et à ces fins à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins, c'est-à-dire ces objectifs. En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. Donc, on peut noter sur la fiche, en 1945, 51 États signent la Charte de San Francisco qui donne naissance à l'Organisation des Nations Unies. À l'Organisation des Nations Unies, entre parenthèses, ONU. Si on se réfère au texte qu'on vient de lire, on peut indiquer que ces valeurs sont le respect des droits fondamentaux de l'homme, entre parenthèses, dignité, valeur de la personne humaine et l'égalité entre tous. Le texte que l'on vient de lire nous informe également sur la suite de la trace écrite. On peut noter ces objectifs sont le maintien de la paix, et de la sécurité collective dans le monde. Alors cette organisation internationale, l'Organisation des Nations Unies, qui existe encore aujourd'hui et qui, à l'époque, rassemblait 51 États, aujourd'hui qui regroupe 193 États, pratiquement la totalité des États du monde, est une organisation dont l'initiative revient au président américain Roosevelt, qu'on a vu dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, qui souhaite la création d'une nouvelle organisation pour la paix. C'est une idée qui date déjà depuis 1941. Il existait une organisation qui s'appelle la SDN, la Société des Nations, qui avait été créée en 1919 après le traité de Versailles, mais qui était inefficace. Donc cette conférence de San Francisco et la signature de la Charte des Nations Unies, qui date du mois de juin 1945, vont fonder cette nouvelle organisation internationale. Alors, ces objectifs et ces valeurs, on vient de les noter dans le cours, sont effectivement le maintien de la paix et la sécurité internationale, la protection des droits de l'homme, mais également la fourniture d'aide humanitaire. Le développement durable est inscrit dans ces objectifs et la garantie du droit international. Hélas, les désaccords entre les États-Unis et l'URSS vont empêcher l'action de l'ONU à partir de 1947. Par exemple, en 1948, l'URSS s'abstient sur le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, qu'on avait déjà vu en éducation civique. Cette politique de la chaise vide, menée par l'URSS, va d'ailleurs permettre à l'Organisation des Nations Unies d'autoriser une intervention militaire en Corée du Sud, on le verra, et l'URSS se rend compte que cette politique-là la défavorise et elle va revenir siéger au sein de l'ONU et utiliser les droits qui sont en son pouvoir pour bloquer la situation. En effet, quand on regarde le document 2 que vous avez sur le Polycope, on voit les différents organismes de cette Organisation des Nations Unies, et vous avez notamment en haut à droite le Conseil de sécurité, qui est une sorte d'organe qui doit gérer les conflits dans le monde. On a 5 membres permanents, qui sont globalement les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, qui ont un droit de veto, c'est-à-dire un droit de blocage sur les décisions. Et c'est ce qui va se passer dans l'après-guerre. L'ONU est longtemps paralysée par ce système-là. Les deux superpuissances, URSS et États-Unis, utilisent leur droit de blocage, utilisé 242 fois en 45 ans. On reviendra sur l'organisation interne des Nations Unies dans le cadre du cours d'éducation civique sur la défense internationale. Deuxième partie du cours maintenant, une guerre froide entre deux blocs opposés. Quelles sont les origines et les manifestations de ce conflit ?
Alors, si on reprend le manuel, page 92 et page 93. Donc vous voyez sur ces deux documents, chaque fois vous avez deux acteurs. Sur le document 1, on voit deux soldats en train de batailler. À gauche, vous avez le président américain Truman, et à droite, vous avez Joseph Staline dirigeant l'URSS. Si on regarde le document, page 93 à côté, vous avez également deux Supermen, on pourrait dire, qui sont d'ailleurs dessinés identiques. D'un côté, CCCP, c'est-à-dire l'URSS, et de l'autre côté, USA, United States of America, donc les États-Unis. Donc vous le devinez, cette guerre que l'on évoque à l'instant, une guerre froide, entre deux blocs opposés, vous le devinez, c'est une guerre qui va se passer entre les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS. Alors, pour la définition de la guerre froide, on va se référer au livre page 94. Donc vous voyez en bas de la page, à gauche, vous avez une rubrique « D'où vient le mot ?» On la lit ensemble. « D'où vient le mot ?» page 94. Guerre froide, cette expression est utilisée dès 1947 pour désigner la situation de forte tension sans affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis. Alors, quelles sont donc les origines de cette guerre entre les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale ? Il faut revenir à une conférence qui a eu lieu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est la conférence de Yalta. Yalta se trouve en Crimée, pas très loin de l'actuelle Turquie, et donc elle a lieu le 11 février 1945. Cette conférence qui réunit les alliés, c'est-à-dire l'URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis, cette conférence a plusieurs objectifs. Le premier, c'est adopter une stratégie commune pour hâter la fin de la guerre. On est au mois de février, vous souvenez-vous, la fin de la guerre en Europe c'est mai 1945. Régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité du nouvel ordre international. En fait, le but non avoué de cette conférence, c'est de permettre de délimiter les futures zones d'influence, notamment en Allemagne, entre les puissances américaines, britanniques et soviétiques. Pour cette conférence de Yalta, il y a un accord qui est signé. Cet accord prévoit notamment l'organisation d'élections libres dans les pays libérés d'Europe, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est globalement, mais l'Europe de l'Ouest d'ailleurs aussi, et puis l'Allemagne. En fait, ce qui va se passer, c'est que presque après Yalta, et suite à la reconquête de l'Europe de l'Est par l'URSS, Staline ne va pas respecter ces accords. En Roumanie reconquise par l'URSS, les communistes contrôlent les institutions. Ce sera également la même chose en Bulgarie et en Pologne, où les communistes favorisent les hommes politiques qu'ils ont placés, c'est-à-dire des communistes, et installent de force, en tout cas sans respecter la démocratie, des régimes communistes qu'ils peuvent contrôler. Donc on peut noter sur votre fiche, document 1, page 94, qui est la carte justement de cette Europe en 1947. Cette situation peut se voir sur le document 1, page 94, qui est une carte de l'Europe dans la guerre froide, 1947-1989. On voit bien avec les deux couleurs, d'un côté en bleu les zones reconquises et contrôlées par le camp américain auquel les Britanniques vont se joindre, et en rouge les zones contrôlées par l'URSS et ses alliés, et on voit bien en Europe de l'Est tous les pays, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, qui sont contrôlés par l'URSS. On peut donc noter sur la fiche, en 1946, les soviétiques occupent l'Europe de l'Est, et y installent des régimes communistes. Si on reprend la carte, on voit qu'il y a un trait noir qui sépare ces deux grandes zones d'influence, et en légende est indiqué rideau de fer. Alors un rideau de fer, c'est comme les rideaux métalliques qui ferment les devantures des magasins. Ça symbolise une coupure, une fermeture.
C'est une expression qui sera utilisée par Churchill, le Premier ministre anglais, et donc on peut noter également sur l'affiche, Churchill dénonce le rideau de fer qui divise l'Europe. L'année 1947 peut être considérée comme une année de rupture, et c'est pour ça qu'on fait démarrer la guerre froide à cette année-là. Au lendemain de la guerre, la situation de l'Europe est catastrophique, l'Europe est détruite, et les États-Unis sont finalement la seule puissance qui sort indemne de cette guerre, du point de vue matériel en tout cas. La prépondérance européenne dans les relations internationales est terminée, les États-Unis et l'URSS prennent le relais et entendent justement jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. On va continuer avec le document 1, page 96. Donc ce document 1 s'intitule « La guerre froide vue des États-Unis ». C'est un discours du président américain Harry Truman qui date du 12 mars 1947. Je vous lis ce document et on verra la position des États-Unis à ce moment-là. Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie, dit-il. L'un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et à l'absence de toute oppression politique. Le second mode de vie s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté personnelle. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière, entre parenthèses, c'est le plan Marshall. Alors on voit dans ce texte que le président américain identifie deux camps opposés, d'un côté le camp de la démocratie et de la liberté, c'est-à-dire les États-Unis, et de l'autre côté le camp de l'asservissement et du régime totalitaire, c'est-à-dire l'URSS. Et il prend position en disant que les États-Unis doivent défendre les peuples libres, c'est-à-dire les peuples d'Europe de l'Ouest qui ont été libérés dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale par les Alliés, la France, l'Italie, etc. Alors cette doctrine américaine, qu'on appelle aussi doctrine Truman, peut être considérée comme une doctrine de l'endiguement, c'est-à-dire créer une digue, une protection pour se protéger de l'influence communiste. Alors, en ce qui concerne l'aide économique, on l'a appelé le plan Marshall. Marshall, c'est donc le nom du secrétaire du département d'État américain. C'est un homme qui est partisan de la fermeté à l'égard de l'URSS. Et il propose une aide financière collective aux Européens sur 4 ans. Évidemment, l'URSS et les pays d'Europe de l'Est qui sont sous domination communiste refusent cette aide. Il y aura 16 pays d'Europe occidentale qui accepteront cette aide. Pour l'essentiel, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, on le verra plus loin, et les Pays-Bas. On peut considérer qu'en 1947, l'Europe est désormais divisée en deux zones d'influence, une zone d'influence à l'ouest américaine et une zone d'influence à l'est soviétique. On peut donc noter sur notre fiche de travail, en 1947, le président américain Truman, T-R-U-M-A-N, le président américain Truman, qui a succédé à Roosevelt, qui était malade, qui est décédé, décide de soutenir les États qui résistent à l'URSS. Il leur propose une aide économique et financière, c'est le plan Marshall. Vous avez le vocabulaire, page 104. On va lire ce vocabulaire et vous aurez l'orthographe de ce mot. Plan Marshall, page 104. Plan d'aide économique proposé par les États-Unis aux pays touchés par la guerre afin qu'ils se reconstruisent. Voilà. Donc cette aide économique sera également doublée d'une alliance militaire.
Ce sont la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui sont à l'initiative de cette alliance militaire. Ils demandent l'adhésion des États-Unis et du Canada à un pacte militaire qui les prémunirait, qui les protégerait de toute éventuelle agression venant de l'Est. En effet, cette alliance militaire est dépendante des États-Unis, qui est à ce moment-là le principal fournisseur de matériel militaire, et c'est également la grande puissance financière. Pour les États-Unis, cette communauté de défense militaire s'ajoute au plan Marshall et s'inscrit dans la volonté de se protéger, d'endiguer l'expansionnisme, la menace soviétique. En avril 1949 est donc créée cette alliance qui porte le nom d'OTAN, O-T-A-N. On peut donc compléter votre fiche. Les États-Unis forment une alliance militaire avec ces pays. C'est l'OTAN, vocabulaire page 94, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est vrai que si on regarde un planisphère, l'océan Atlantique dans sa partie nord associe les États-Unis et le Canada à l'Europe de l'Ouest, France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Danemark, etc. Alors vous vous en doutez, l'URSS de son côté va également mettre en œuvre une politique d'association, d'alliance pour contrecarrer les États-Unis. Donc c'est le document 2, page 96. On va le lire. Ce document est titré « La guerre froide vue de l'URSS » et c'est un rapport d'Andreï Jdanov. Alors Andreï Jdanov est ministre soviétique des Affaires étrangères à l'époque et c'est un document daté de septembre 1947. On le lit. Un nouveau type d'État a été créé, la République populaire. La note numéro 1 nous parle aussi de démocratie populaire. Ça désigne les pays d'Europe de l'Est. Attention, démocratie populaire est trompeur, puisque, on l'a vu, le système démocratique n'est pas respecté dans ces pays-là, puisque les régimes communistes sont imposés et mis en place de force. Je reprends. Un nouveau type d'État a été créé, la République populaire, où le pouvoir appartient au peuple, où la grande industrie, le transport et les banques appartiennent à l'État, et où la force dirigeante est constituée par le bloc des classes travailleuses de la population, ayant à sa tête la classe ouvrière. On retrouve le système communiste, propre à l'URSS, avec propriété collective, rôle de l'État, mais là où c'est trompeur, c'est lorsqu'il dit au début que le pouvoir appartient au peuple. Pas tout à fait, non, et même pas du tout, puisqu'il n'y a pas de démocratie. Je continue. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux principales directions de la politique internationale de l'après-guerre. Il indique le camp impérialiste, petite note numéro 2, impérialiste, l'URSS accuse les États-Unis de vouloir construire un empire économique en Europe. Le mot impérialisme vient de là, volonté de créer un empire. Je reprends donc, pour lui il y a deux principales directions. Le camp impérialiste est antidémocratique d'une part, et d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique d'autre part. Je continue. Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L'Angleterre et la France sont unies aux États-Unis. Le but principal du camp impérialiste consiste à renforcer l'impérialisme, à préparer une nouvelle guerre impérialiste, à lutter contre le socialisme et la démocratie. Donc là, Jdanov brouille les pistes, on pourrait dire, puisqu'il accuse les États-Unis d'impérialisme. Ça, on peut jusqu'à un certain point le comprendre, puisque les États-Unis veulent créer une zone d'influence, mais ils les accusent d'être antidémocratiques, alors que eux-mêmes, l'URSS, seraient les représentants de la démocratie. Donc là, évidemment, l'histoire nous dit le contraire. Vous l'avez vu avec Staline. On a en URSS un régime qui n'est pas démocratique, à la différence des États-Unis où on a une république fédérale démocratique. Donc on peut noter sur votre fiche de cours, document 2 page 96, de son côté l'URSS accuse les États-Unis d'impérialisme, entre parenthèses, volonté de créer un empire. D'impérialisme,
volonté de créer un empire. Document 1, page 94. On retrouve sur cette carte d'Europe, en bleu, ce qu'on appelle le bloc de l'Ouest, avec notamment indiqué en légende membres de l'OTAN. Donc les pays en bleu, et notamment la Turquie à l'Est, eh bien, sont membres de l'alliance militaire américaine, l'OTAN. L'URSS va également mettre en place une alliance militaire à l'Est. Cette alliance militaire va s'appeler le Pacte de Varsovie. Ce pacte de Varsovie, qui date de mai 1955, associe l'URSS aux représentants des démocraties populaires, qu'on vient de voir, c'est-à-dire les régimes communistes d'Europe de l'Est. Alors sur le papier, c'est un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Il est conclu pour 20 ans, mais c'est une alliance militaire qui se dote d'un commandement unique, qui revient d'ailleurs au maréchal soviétique Konev à l'époque. Donc on peut noter sur la fiche de travail, document 1, page 94, elle organise, c'est-à-dire l'URSS, une alliance militaire à l'Est, le pacte de Varsovie, Varsovie en Pologne, avec le petit vocabulaire, page 94, pacte de Varsovie, alliance militaire autour de l'URSS, signé en 1955 par les démocraties populaires, appelées bloc de l'Est. Notons au passage qu'en Chine, la Chine de Mao Tse-tung va gagner contre les troupes nationalistes chinoises de Chiang Kai-shek, qui se réfugient sur l'ancienne île de Formose qui va s'appeler Taïwan. Et on a un nouveau régime communiste qui est créé en 1949 avec la Chine de Mao Tse-tung qui rejoint le camp de l'URSS. On va conclure cette première partie en regardant notamment la carte numéro 2, page 96, qui est cette fois-ci un planisphère avec une projection polaire, vue du pôle. Et là, on voit mieux qu'au niveau mondial, eh bien, les deux camps correspondent à deux couleurs, ici à deux zones, et on comprend mieux le titre, une guerre froide opposée entre deux blocs opposés. Donc on peut noter sur la fiche de travail, désormais deux systèmes politiques et économiques opposés s'affrontent, le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire à l'Ouest les États-Unis, globalement l'Europe de l'Ouest, pro-américain, c'est-à-dire pour les Américains, et du point de vue économique, c'est un système capitaliste. Pro-américain capitaliste, et à la ligne, le bloc de l'Est, donc à l'Est, effectivement, on a l'URSS et la Chine, pro-soviétique, c'est-à-dire pour les soviétiques, et avec le système économique communiste. Pro-soviétique, communiste. Et là, eh bien, cette organisation mondiale est gérée par deux pôles. D'un côté, le bloc de l'Ouest, de l'autre côté, le bloc de l'Est. On peut donc indiquer que l'organisation du monde devient bipolaire, avec deux pôles, bipolaire. C'est d'ailleurs le titre du document 2, page 95. Pour terminer cette première partie et avant d'aborder dans la prochaine séance l'exemple de l'Allemagne, on peut noter que cette guerre dite froide a parfois été chaude. Si on prend le document 3, page 96, attention c'est page 96, vous avez une série de cartes sur la péninsule coréenne. En effet, à ce moment-là, en Asie, une guerre éclate en 1950 entre Coréens du Nord, soutenus non pas par l'URSS mais par la Chine communiste, même si l'URSS fournit aussi des armes, qui vont d'ailleurs envahir la partie sud de l'île, la Corée du Sud, et d'autre part une Corée du Sud soutenue par les Américains. C'est la guerre de Corée qui se termine en 1953 avec 3 millions de morts et sans changement territorial ou politique, les deux Corées étant d'ailleurs toujours séparées aujourd'hui, Corée du Nord, Corée du Sud, la Corée du Nord étant un des derniers régimes communistes totalitaires dans le monde. La Corée du Sud étant devenue une grande puissance économique soutenue notamment par les États-Unis. Donc c'est le moment de coller le tableau que je vous avais proposé en pièce jointe, le tableau des deux blocs opposés qui nous montre cette opposition. Voilà pour cette première séance sur la guerre froide.
Regardez les liens vidéo qu'on vous a proposés sur les cahiers de texte. Vous pouvez compléter donc ce tableau que je viens d'indiquer, mais également le 1 et le 2 de la carte du monde bipolaire qui est également proposée. On se retrouve demain à la même heure, à 9h30, pour la suite du cours d'histoire. On travaillera sur l'exemple de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée. Au revoir.